Bonjour à tous et bienvenue dans le second épisode de Faudra me passer sur la com, le podcast des Warriors de la com. Nous sommes Sarah et Charles et nous sortons à l'instant de chez Pierre Berville que nous avons rencontré à l'occasion de la sortie de son livre J'enlève le haut qui raconte l'âge d'or de la publicité dans les années 70 à 80. Sarah, peux-tu nous présenter le personnage ? Alors Pierre Berville, c'est un peu notre Mad Men à nous. Il a été CR, notamment chez TBWA, CLM BBDO, puis directeur de création avant de lancer son agence Calgary Berville. Dans cet épisode, il nous a parlé de son frère Paul, de création, de Philippe Michel, de la vie d'agence à l'époque, de sa vie d'aujourd'hui, et bien sûr de plein de belles rencontres qu'il a pu faire dans sa carrière. Bien sûr, il veut aussi nous parler de la légendaire campagne Myriam qu'il a créée pour le groupe d'affichage Avenir en 80, qui mettait en scène cette jeune femme de 19 ans qui promettait « Demain j'enlève le haut, puis demain j'enlève le bas », et qui avait pour objectif de présenter Avenir comme étant l'afficheur qui tient ses promesses. Et comme d'habitude, le mieux c'est peut-être qu'on écoute maintenant, non ? C'est parti, on écoute. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour, Et merci de nous recevoir chez toi pour l'enregistrement de ce podcast. vous êtes les bienvenus. Déjà, on a beaucoup de questions avec Charles. Je pense qu'on aura trop de questions que pas assez aujourd'hui. Et la première question qu'on voulait te poser, le premier sujet dont on voulait te parler, c'était de la campagne Myriam. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter cette campagne ? La campagne Myriam, oui, effectivement, elle m'a servi longtemps de dossier, de présentation. Il suffisait qu'on dise c'est lui qui a fait la campagne Myriam pour que les gens m'identifient. Bon, d'abord, je l'ai pas faite toute seule. Je l'ai faite avec un comparse directeur artistique qui s'appelle Joël Lebert. On était deux, comme souvent, un concepteur-rédacteur et un directeur artistique. Et au sein d'une agence qui était CLM BBDO, dirigée par Philippe Michel. Ces deux personnes n'étant d'ailleurs plus là aujourd'hui, ni l'un ni l'autre, pas plus que le photographe qui après a réalisé la campagne, Jean-François Janvel, qui disparut aussi. Enfin, c'est un peu le secret de la Grande Pyramide, cette campagne, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Reste Myriam, qui est en pleine forme, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, et moi-même. Alors cette campagne, elle est nourrie de beaucoup de paradoxes et de beaucoup de chance, parce que le premier paradoxe, c'est que c'était une campagne qui avait un objectif B2B, business to business. Elle était faite à l'origine pour s'adresser aux professionnels des médias et de l'achat d'espace et de la publicité, et elle cherchait à dire que en fait l'afficheur Avenir posait ses affiches au jour promis. D'où la signature d'ailleurs, l'afficheur qui tient ses promesses, puisque à l'époque il était de coutume chez beaucoup d'afficheurs d'être assez approximatif en termes de date de pose, et on disait par exemple on a un annonceur acheté une campagne du 5 au 20 mars, elle était posée le 7 et les affiches étaient recouvertes le 17 ou le 25. Enfin bon, c'était un peu comme ça. Et donc Avenir avait voulu faire un effort pour se distinguer et mettre en avant cet avantage qu'ils étaient posés et recouverts au jour dit. Donc c'était une campagne B2B, c'était le premier paradoxe, parce qu'elle est restée presque comme une espèce de campagne collective de l'affichage. Et alors qu'en fait, elle avait un objectif, une cible à l'origine beaucoup plus limitée. Alors c'est venu aussi que cette campagne, pour un afficheur, a été réalisée par voie d'affiche, ce qui parut une évidence, mais qui n'était pas évident au départ, puisqu'au départ, on devait faire une campagne dans stratégie, une double page en stratégie. D'accord. Pour s'adresser aux professionnels. Et là, c'est vrai que c'est moi qui ai soulevé l'idée de dire puisque ce sont des afficheurs, pourquoi n'essaierait-il pas de prouver le mouvement en marchant et d'illustrer ce qu'ils promettent. Et donc voilà. Bon, ça c'était le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe de cette campagne, c'est que tout le monde est persuadé de l'avoir vue, alors qu'en fait, pas tant de monde que ça ne l'a vue. Et elle a été posée sur 600 ou 900 panneaux selon les sources, et dans seulement 6 villes de France. Donc c'était loin d'être une campagne à couverture géographique universelle. Mais les gens ont eu l'impression de l'avoir vue, parce qu'on en a tellement parlé le mot buzz n'existait pas, mais on en a tellement parlé dans les médias, c'était un buzz énorme, et que les gens, à force de lire des papiers dessus, étaient persuadés d'avoir vu la campagne.
Donc ça, c'était un paradoxe assez amusant. Le troisième paradoxe aussi, c'est que cette campagne, elle est restée dans la modeste histoire des médias et de la communication de la deuxième partie du XXe siècle, comme la campagne Myriam, alors que c'est une campagne pour Avenir Publicité, c'était le nom de l'afficheur et de l'annonceur par la même occasion, et que le nom Myriam n'apparaît nulle part dans la campagne. Bon. Donc ça, c'était assez rigolo. Voilà, c'est les choses qu'on peut raconter d'un peu amusantes en vitesse autour de la campagne. Cette campagne, j'en parle pendant 20 pages dans mon livre J'enlève le haut, parce qu'effectivement, elle est assez universellement connue. J'ai rencontré des gens, par exemple, dans le marketing, qui ont fait leurs études de marketing au Mexique ou au Liban et qui m'ont dit ah bah c'est un cas d'école, on la connaît cette campagne, même là-bas, j'avais fait ça, etc. Même là-bas, donc c'est assez amusant. Et puis c'est un marronnier. Bon, il y a pas d'année sans que un journaliste ou un autre vienne m'interroger sur cette fameuse campagne Myriam. C'est vraiment resté un cas d'école. Donc on a dit beaucoup de choses, tout et le contraire, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de bêtises. Et elle ne fait que 20 pages dans mon livre J'enlève le haut, qu'en fait un peu plus de 400, et qui est fait quand même pour raconter d'une façon beaucoup plus générale l'âge d'or de la publicité, c'est-à-dire pour moi en France les années 70 et 80, ce qui a à peu près succédé à l'âge d'or de la publicité aux États-Unis, qu'on retrouve très bien dans Mad Men, qui sont davantage les années 60. Et donc c'est une partie du livre, mais c'est vrai que ça représente une accroche formidable pour les gens qui connaissent à peu près tous, enfin pour la plupart, même les plus jeunes d'ailleurs, à ma grande surprise, cette campagne. Pourquoi, à ton avis, elle a tant marqué ? Alors ça, il y a une anecdote que je raconte dans le livre, c'est une petite histoire. C'est une exposition où tout le monde est en train de s'extasier dans tous les sens sur les œuvres en disant ah mon Dieu, c'est du néo-figuratif à tendance lacanienne. Ah non, moi j'aurais plutôt penché pour une réhabilitation du structuralisme pragmatico-cubiste. Bon, et puis à un moment, il se retourne vers un mec qui est là dans un coin et puis il lui dit mais vous, monsieur, vous dites rien, qu'en pensez-vous? Et le mec fait alors là, moi, vous savez, je ne suis que le peintre. Donc je raconte souvent cette histoire-là parce que c'est vrai que les analyses ont été innombrables. Pourquoi ça marche, on ne sait pas. On peut pas toujours complètement expliquer le succès, et on peut pas toujours d'ailleurs le gérer. J'ai vu il y a pas longtemps une interview de Quincy Jones qui expliquait à un jeune producteur, il lui disait occupe-toi de gérer tes échecs parce que la réussite elle se gère toute seule. C'est une phrase qui m'a beaucoup parlé parce que j'ai trouvé que c'était très juste. Quand ça marche, quand ça rigole, on peut pas tout expliquer pour Enfin, il y a eu une série de chances. Je peux expliquer pourquoi ça aurait pu ne pas marcher. C'est-à-dire que, par exemple, la presse en a énormément parlé. Presque toute la presse a parlé de cette campagne à ce moment-là. Et s'il y avait eu évidemment un fait moins léger, genre, je sais pas quoi, un déraillement, un accident d'avion, une crise politique, évidemment, aucun journal ne se serait amusé à parler de cette campagne. Après, je laisse aux grands esprits le soin de déterminer dans le parcours sinueux des idées féministes et de la libération de la femme, ce qui fait que cette campagne-là est tombée au bon moment pour synthétiser quelque chose. C'est vrai qu'il y a toujours eu deux grands courants dans le féminisme pour ce que j'en sais, qui sont d'un côté on revendique, on s'attaque aux pigs, déjà les porcs à l'époque, c'était les pigs, néo-chauvinisme, bon d'une part de façon assez revendicatrice, même parfois violente. Et puis on brûle nos soutiens-gorge pour libérer notre corps et pour affirmer qu'on est bien dans notre peau. Bon, on est plutôt clairement dans la deuxième tendance, là, c'est peut-être ce qui s'est passé. En même temps, on a essayé, sans beaucoup de succès à l'époque déjà. Ça serait probablement beaucoup plus compliqué aujourd'hui. On a essayé
de reprocher à cette campagne d'être une espèce de récupération, d'utilisation du corps de la femme et tout ça. Et là, la campagne a trouvé une alliée fantastique en la personne de Myriam elle-même, qui est une jeune femme à ce moment-là de 18 ans, avec la tête aussi bien faite que le corps, déjà d'ailleurs très précurseur enfin je sais pas comment maintenant avec la nouvelle orthographe et les modifications annoncées à l'Académie française pour féminiser les noms, je sais pas quel est le féminin de précurseuse. Je ne m'aventurerai pas. Bon, elle était complètement d'avant-garde puisque elle faisait beaucoup de yoga, beaucoup de méditation, elle dansait déjà énormément et très bien, elle s'alimentait très sainement. Et elle avait une âme très très saine. Donc elle répondait aux journalistes qui venaient la chercher un peu sur le terrain, du genre mais vous vous rendez compte, vous avez été récupéré, vous avez donné votre corps en pâture et tout ça. Et elle répondait mais écoutez, mon corps c'est beau, c'est la nature qui me l'a donné, il faut pas en avoir honte. Enfin elle était dans ce courant de liberté naturelle. Et donc elle les mettait dans sa poche, si j'ose dire, et donc elle a beaucoup servi la campagne, en dépit des tentatives de quelques politiques qui voyaient là l'occasion de se faire mousser, de prendre position. Mitterrand fraîchement élu, on était en plein état de grâce aussi, donc il y avait peut-être une espèce de légèreté dans les esprits, souvent comme dans les premiers mois après une élection présidentielle, qui accompagnait ça. Et il avait nommé une ministre, Yvette Roudy, des droits de la femme, qui s'était évidemment offusquée de cette campagne au nom des droits de la femme. Et je me souviens, on s'était amusé à faire une petite annonce où on reprenait le visuel de Myriam de dos et on disait c'est pas joli Yvette de vouloir vous faire de la publicité sur mon dos. Et là, on continuait à mettre les gens de bonne humeur de notre côté. Voilà ce qu'on peut dire sur cette partie de l'âge d'or à laquelle j'ai joyeusement contribué de la publicité avec cette campagne Myriam. Alors tu es le papa de cette campagne, mais j'ai cru comprendre dans le bouquin que la paternité de la campagne était donnée à plusieurs personnes, était revendiquée par plusieurs personnes. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Alors elle a été plus donnée que revendiquée. À l'époque, Séguéla, pour pas le nommer, était le représentant le plus connu du grand public de la publicité. Donc il était assez naturel que certaines personnes mal informées ou peu au courant des détails du métier lui attribuent cette campagne. C'est pas lui qui a prétendu en être l'auteur. Bon, certains disent qu'il a mis beaucoup de temps à démentir et qu'il s'en est défendu mollement parce que ça servait peut-être un petit peu sa notoriété, qui avait pas besoin de ça. Bon, plus sérieusement, le patron de l'agence, qui était quand même responsable de cette campagne, qui aurait pu très bien décider de ne pas la présenter aux clients ou mettre son veto, qui était Philippe Michel, qui était un très grand monsieur de la publicité, a été partie prenante à ce titre-là, et donc effectivement a revendiqué pour son agence, mais à juste titre, cette campagne en tant que patron d'agence. C'est vrai que Joël Lebert était assez discret là-dessus, c'était pas trop son truc. Moi, j'étais assez discret parce que c'était une campagne, que je l'explique dans le livre, que j'avais commencé à faire en freelance avant de revenir chez CLM, d'ailleurs, qui était une agence où j'avais déjà été auparavant. Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais donc Philippe Michel a un peu accaparé le micro, et le photographe Jean-François Jonvel, pris un petit peu par les ivresses de la notoriété, laissait planer un doute sur sa participation à cette campagne, alors qu'en fait, c'en a été le très talentueux, excellent et très bon photographe. Mais évidemment, comme ça se fait dans la publicité, ils n'ont rien été responsable de la conception. En tout cas, pas de celle-là. Donc voilà. Enfin bon, ça c'est des anecdotes. Hein. Vous savez, il y a un proverbe qui dit l'échec est orphelin et la réussite a beaucoup de parents. Bon.
Voilà, c'est à peu près classique, c'est la rançon de la gloire. Et ça a changé quelque chose dans ta carrière, cette campagne ? Pas directement. Ça n'a pas changé grand-chose directement. J'ai continué pendant longtemps, d'ailleurs jusqu'en 87, à faire mon métier de concepteur-rédacteur, puis de directeur de la création. Ça a pas changé. J'ai créé mon agence en 87, donc 5 ans après cette campagne, avec un garçon valeureux qui s'appelle Pierre Calégari. Mais jusque-là, disons que ça n'a pas modifié. Bon, ça a peut-être modifié un petit truc, c'était qu'avec Joël Lebert, on faisait payer nos freelances beaucoup plus cher, puisqu'on travaillait en freelance à l'extérieur. Aussi, ça faisait partie du deal d'ailleurs après que j'ai passé avec Philippe Michel. Mais comme il savait que je travaillais vite et bien, il me faisait travailler à mi-temps avec le salaire correspondant et charge pour moi. Mais enfin bon, j'avais pas à me plaindre du deal et on s'amusait beaucoup. Ça faisait partie du désordre, de la décontraction, des arrangements qu'on pouvait trouver à cette époque-là. Il y avait un côté presque profession libérale pour certains créatifs. Qui avaient fait un peu leurs preuves comme nous auxquels on a octroyé une grande confiance, une grande liberté. Moi, je retiens un passage de ton livre. Je sais que Charles l'avait beaucoup en tête, on en a parlé hier. À un moment dans ton livre, tu dis que ton parcours était facile. Je crois que la phrase, c'était « sans forcer, sans trop me fatiguer ». Est-ce que t'as une sensation effectivement que ton parcours, il y avait une facilité dans ta carrière, dans tout ce que tu as fait ? Je dois avouer que oui. C'est le sentiment que j'ai eu, en tout cas. Parfois il y avait des difficultés. Il y a la pression qui est inhérente à la fonction créative, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas trouvé et tant qu'on n'est pas content de ce qu'on a trouvé, il y a une tension. Ça c'est tout à fait normal. J'étais pas libéré de celle-là. Je voulais faire le mieux possible. J'avais mon orgueil. Mais disons que cette pression-là, elle ne m'était pas du tout donnée par l'environnement, par l'extérieur. Quand de temps en temps je rencontrais ça dans une agence, dans un premier temps, je traitais ça par l'humour, ça me faisait rigoler parce que le spectacle de la comédie humaine, surtout quand on a 20 ans et irrévérencieux, c'est toujours extrêmement divertissant. Et puis après, puis quand ça me plaisait pas, le marché du travail était beaucoup plus doux à l'époque. Il suffisait de partir et de trouver des gens avec qui on s'entendait mieux. Donc j'avais pas beaucoup de pression. Après, il faut demander à la psychanalyse pourquoi j'avais des facilités particulières pour cet exercice de conception et de rédaction qui était un métier tout neuf, à peine inventé, importé des États-Unis. Pourquoi il y a une espèce de rencontre d'évidence totale. Je me suis dit, tiens, ça me paraît facile. Voilà. Puis j'ai été accompagné aussi par une chance. J'ai eu beaucoup de chance aussi. Ça aide à se sentir léger. J'ai été accompagné par une chance donc qui était que mon frère, qui était un très bon créatif de l'époque déjà, mon grand frère, il y avait déjà du népotisme. C'est lui qui m'avait fait faire mon premier stage chez FCA, Feldman Calleux Associés. Et quels associés d'ailleurs, parce qu'ils étaient associés à CDP, Collett Dickinson Pierce, qui était probablement la meilleure agence de publicité de l'époque. C'était un excellent pédagogue et il m'avait expliqué plein de trucs, ce qui fait que quand j'ai commencé dans ce métier, en fait, je commençais pas vraiment, puisque j'avais déjà toute cette espèce d'apprentissage informel. J'avais quelques trucs, une assez bonne connaissance du vocabulaire, le lexique ça compte énormément. D'ailleurs, il y en a un à la fin de mon livre pour ceux qui. Et donc voilà, j'ai été tout de suite à peu près de plein pied avec mes interlocuteurs, ce qui n'était pas le cas de tous les stagiaires. Alors les gens en ont conclu que j'étais doué, j'étais pas doué, j'étais simplement un peu en avance. Et puis, c'est comme ça, quand on vous donne du crédit au départ, ça vous donne confiance. Donc, c'est un cercle vertueux et vous avez de plus en plus confiance et vous avez de plus en plus crédit qui vous donne de plus en plus confiance, etc. Donc voilà, j'ai assez tôt eu cette réputation
pas toujours immérité, mais enfin bon, j'ai fait des boosts comme tout le monde, d'être une espèce de Wonder Boy, the new kid in town, comme on dit en anglais, qui savait dégainer et qui ratait pas sa cible. Donc c'était assez sympa, ça donnait un sentiment d'aisance mais il y avait pas que moi, je crois que je raconte dans le bouquin ma rencontre avec Joël Lebert entre autres, mais Étienne Châtillès par exemple, on avait tous ce sentiment d'être des miraculeux, d'être bénis des dieux, c'était assez marrant. C'était assez marrant. On avait beaucoup de bol. Ça voulait pas dire qu'on travaillait pas, qu'on se prenait pas la tête pour essayer de trouver les meilleures campagnes possibles, hein. Mais bon, c'était léger. On suivait notre pente naturellement. Tu viens de dire justement que tu as fait des boosts dans ta carrière. Tu dis dans le bouquin aussi que la publicité a oublié tes quelques échecs. Comment moi ça aussi, se fait? Moi aussi, je vous arrête tout de suite. Moi aussi, j'ai arrêté. J'ai oublié parce que. Il va falloir t'en souvenir pour nous, s'il te plaît. Non, mais je peux pas parce que mais sans blague, je les ai vraiment oubliés parce que la publicité c'est fait pour qu'on se rappelle des choses. Donc quand ça marche pas, on s'en souvient pas. Donc je sais pas. Je suis un peu sévère, je sais pas si c'était une des questions, un des sujets que vous vouliez aborder. Je suis un peu sévère sur les études. En fait, je suis sévère sur les pré-tests, sur ce qui cherche ou prétend prévoir le succès ou l'efficacité d'un message. Les études sont très utiles pour savoir à qui on parle, ce que les gens ont d'acquis dans la tête. Mais comme on dit, il faut beaucoup donner au public, faut pas tout lui demander, c'est pas eux. Donc il y a toujours une petite part de risque, effectivement. Et puis on n'est pas toujours bon, il faut essayer d'être toujours de bonne foi, et avoir une certitude ancrée pour qu'on a fait le meilleur possible, mais on peut se tromper, c'est pas une science exacte, hein, contrairement à ce qu'on voudrait, à ce qu'on rêverait. Il y avait une sorte de liberté créative à l'époque. Ouais. J'ai l'impression t'as parlé des tests. C'est vrai que aujourd'hui, déjà, il y a plein de tests. Aujourd'hui, je pense qu'on a tendance aussi à travailler d'une manière qui est beaucoup plus normée. Est-ce que tu penses qu'à l'époque, les conditions étaient réunies justement pour être plus créatif, pour vraiment avoir des idées nouvelles ? Ah bah ça, c'est sûr. Mais ça, je sais pas si ça tient d'ailleurs au process du métier, parce que je suis pas sûr que les process du métier aient considérablement été modifiés entre les années 70-80 et maintenant. Je crois que ça tient à l'état d'esprit de la société d'une façon générale. Il y a un ensemble d'acteurs dont les esprits sont évidemment touchés par l'état d'esprit du moment. On était peu de temps après 68, il y avait une espèce de liberté de bouillonnement créatif. D'ailleurs, un des avantages de la publicité à cette époque-là, c'est qu'elle a aidé beaucoup de talents dans le cinéma, dans la photographie, dans l'illustration, à se développer, à survivre, à faire leurs premiers pas pour après faire d'autres carrières artistiques. On était une espèce de banc d'essai aussi, de beaucoup d'artistes et de comédiens aussi. Enfin, les comédiens faisant partie des artistes, du moins certains d'entre eux. Donc je crois que c'était l'époque qui était comme ça. Bon, il y avait 68 qui était pas loin, dont je parlais, mais il y avait un bouillonnement créatif un peu généralisé. Il y avait une confiance de la part des annonceurs aussi. Ils nous laissaient faire davantage et il y avait plus d'enthousiasme de la part des annonceurs. La loi Sapin n'était pas passée par là. La publicité n'apparaissait pas encore comme un ramassis de brigands qui leur avaient caché des choses et mangé la laine sur le dos. Donc évidemment, ça mettait aussi plus de décontraction et de confiance dans les rapports avec les annonceurs. Et puis il y avait plus de fraîcheur. L'époque se prenait moins la tête. C'était plus coloré. Paradoxalement, la télévision couleur venait d'arriver à la télé. Enfin, venait d'arriver sur les écrans. On aimait bien servir des couleurs, des chansons. C'était une publicité très tendue vers le divertissement finalement, plus que vers le discours sur les valeurs qui a commencé peu à peu à envahir notre métier dans les années, à la fin du siècle, à la fin du XXe siècle, où
où les marques et les entreprises ont commencé à se dire qu'il fallait qu'ils communiquent sur leur engagement, sur leurs partis pris sociétaux, Bon, c'est formidable de mettre en avant toutes ces vertus, mais petit à petit, la pub est devenue un peu donneuse de leçons. En plus, c'était toujours un peu la même leçon, il faut bien avouer quand même. Et puis, oublier que ce qui pour moi doit et sera toujours son but premier, c'est-à-dire de rendre les marques sympathiques, en étant sympathiques elles-mêmes. Tu dis que ça fait 10 ans que tu as quitté la pub. Est-ce que tu bosses encore un petit peu sur certains projets ? À quoi ressemble la vie de Pierre Berville aujourd'hui ? La vie de Pierre Berville, là, depuis 2 ans, elle est consacrée à son bouquin. Ouais, 2 ans de travail. Donc ça, c'est quand même beaucoup de travail d'écrire un livre. Enfin bon, pour moi, là aussi, je crois que finalement, la conclusion, comme elle l'était pour la publicité, c'est que finalement, je me suis bien marré et que c'est une expérience enthousiasmante et patente, qui a un certain succès au rendez-vous. Donc évidemment, ça booste un peu, mais ça m'a occupé. En tout cas, ça prend du temps. Sinon, ma vie, elle est très simple. Ma vie, elle est ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire d'exercer ma curiosité, partout. Je crois que c'est peut-être un secret, ça que je vous livre bien volontiers, c'était ce que je disais d'ailleurs quand on me disait c'est quoi les qualités qu'il faut pour être créatif dans la pub. Je disais déjà il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, c'est la curiosité, c'est la curiosité d'esprit. Et moi je l'ai pas perdu. Là, une des choses qui m'amuse beaucoup dans le livre, je crois que je vous le disais tout à l'heure hors antenne, c'est que par exemple j'ai réappris complètement un métier qui est animateur de réseaux sociaux, et ça m'amuse complètement maintenant de savoir comment ça marche et comment ça fonctionne et tout ça. Et c'est vrai. Bon, alors que découvrir des nouvelles choses, c'est toujours épatant. Et la découverte, elle est partout. Donc j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup, aller voir des expositions, et j'aime beaucoup m'occuper de mes enfants. Ça c'est un terrain de découverte inépuisable. Voilà, c'est ça ma vie. Elle a toujours été sous l'angle de la curiosité et de l'écriture, et elle continue là-dessus. Est-ce qu'il y a des agences à Paris dont le travail t'impressionne ? Oui et non. Moi, je suis plus impressionné par les travaux que par les agences, d'une façon générale. Quand j'étais chez Célèbre, où j'ai passé pas mal de temps quand même en tant que concepteur-rédacteur, c'était réputé être la meilleure agence de Paris. C'était l'orchestre où tous les musiciens voulaient jouer. Voilà. Et puis, je me rendais compte que dans cette réputation-là, il y avait énormément de travaux fantastiques qui sortaient. Mais quand il y avait une bouse qui sortait, on la trouvait formidable, juste seulement parce qu'elle sortait de chez CLM. Et qu'à l'inverse, il pouvait y avoir des boulots épatants. Par exemple, hier, on me reparlait d'une campagne que j'avais faite pour Ligne Rosée, dont le titre était Adieu pétard, bonjour cigare. On expliquait que quand les gens sont bourgeoisés, ils étaient contents de trouver la qualité. Ils étaient contents de trouver la qualité d'un truc. Bon, il y avait quelqu'un que j'estime beaucoup, une libraire exceptionnelle, qui me dit mais je me souviens, enfin une qui me parlait pas que de Myriam, parce que c'est vrai que j'en avais fait quand même beaucoup d'autres, qui me dit je me souviens, c'est vous qui aviez fait cette annonce Adieu pétard, bonjour cigare. C'est vrai que je me disais que c'était une campagne marrante, gonflée, créative, enfin dont j'étais fier a posteriori, autant que Myriam finalement. Et donc j'ai cherché sur le site du Club des directeurs artistiques, que je conseille à tous ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de la publicité de consulter. Et il y a un côté très bien fait au niveau des archives, où on retrouve ce qui avait été salué par le Club des directeurs artistiques. Bon. Et puis je me suis rendu compte que cette annonce, par exemple, Ligne Rosée, elle était pas dans l'annuaire du club parce qu'elle n'avait pas été saluée, parce que je l'avais fait elle était sortie d'une agence qui avait, moi,
le vent en tête, alors qu'une campagne comme Vitel, qui était une campagne pour moi un peu médiocre, un peu pompée, etc., comme elle sortait de chez CLM, elle avait eu le premier prix de l'affichage. Bon voilà, on prête Corriche une fois de plus. Donc, mais dans quelles agences j'aimerais travailler? Non, le critère, c'est certainement pas la qualité. Le critère, c'est celui de la qualité de vie. C'est là où vous vous sentez dopé, poussé, encouragé, aimé. Voilà. Moi, si j'étais un jeune créatif, je regarderais ça. Parce que pas les campagnes qu'a sorti l'agence, bon, même si c'est un indicateur, mais aussi peut-être surtout qui sont les gens qui vont m'aimer et m'aider le plus à sortir mes propres bonnes campagnes. Voilà, mes propres bons travaux. Voilà ce que je me dirais. Tu parles beaucoup de CLM et dans ton livre, le personnage le plus cité, je pense que c'est Philippe Michel. Est-ce que tu peux nous raconter qui est Philippe Michel pour ceux qui ne situeraient pas? Philippe Michel, j'allais dire, c'est le Jean-Luc Godard de la pub, mais peut-être que ceux qui nous écoutent savent pas non plus qui est Jean-Luc Godard, donc Philippe Michel, c'était le grand, c'était le patron donc de l'agence CLM BBDO. C'était une personnalité très très brillante, intelligente, érudite, atypique, comme l'étaient souvent les grands personnages du métier. Enfin, les grands personnages d'une façon générale sont un peu atypiques. Philippe Michel était d'origine commerciale. Il avait été commercial avant d'être patron de création. Il n'avait jamais vraiment fait de création lui-même. Mais il la comprenait très bien, il la vendait très bien. C'était un magnifique vendeur et présentateur. Et surtout, il l'inspirait très bien. C'est-à-dire qu'il savait justement mettre les créatifs dans l'état d'esprit favorable à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Il faisait énormément confiance. Il avait cette qualité rarissime chez un patron qui était... alors pour moi, c'était le truc le plus bluffant chez lui. C'était qu'il ne faisait absolument aucune corrélation, comme je l'explique dans le bouquin, il ne faisait aucune corrélation entre le temps qu'il fallait pour sortir une idée et la qualité de l'idée. C'était peut-être même le contraire, c'est-à-dire qu'il se méfiait des laborieux, et si vous pouviez avoir... Il savait pertinemment que vous pouviez avoir une idée en 3 minutes et que c'était la grande idée. Ça a d'ailleurs été le cas de Myriam, ça a été torché le temps d'un déjeuner. Et vous regardez pas l'air soupçonneux si il sentait pas que vous aviez sué sang et eau. Il fallait à l'idée le temps qu'il lui fallait pour venir. Bon. Et puis il faisait surtout énormément confiance aux créatifs et à leur propre exigence, à la pression qu'ils savaient se mettre eux-mêmes, on en a parlé tout à l'heure, pour aboutir. Alors il avait une dream team aussi, il avait quand même il réussissait avec toutes ces qualités-là à attirer quand même. Je veux pas paraître prétentieux parce que j'étais là aussi, mais enfin bon, il y avait quand même des Gérard Jean, des Lacoste, des Ben Simon, des Chatiliez, des Lebert, des Marie-Catherine Dupuis, enfin bon, il avait tous les calibres avaient envie d'être dans son équipe quoi aussi. C'était un mec assez. Alors à part ça, il n'était pas toujours il était un peu manipulateur, ça faisait partie de son management, il aimait bien opposer les uns contre les autres, créer un petit peu d'émulation, ça c'était véniel, c'était personne n'est parfait, mais on regarde ses immenses qualités et de sa fabuleuse intelligence, il était, c'est rien du tout. C'était un mec exceptionnel, il manque beaucoup au métier, il aurait fait des choses immenses. Il aurait fait des choses encore immenses. Ou peut-être qu'il aurait arrêté de faire de la publicité, lui aussi. C'était une époque assez incroyable d'ailleurs, ça, je sais pas si ça fait partie de vos questions, mais bon, on m'a proposé de faire des scénarios de films, on m'a proposé d'écrire déjà à l'époque, il y a Gallimard, vous vous rendez compte, un jour je reçois un coup de fil de Gallimard qui me dit vous voulez pas nous écrire quelque chose, enfin bon, c'était le monde à l'envers, juste parce que vous aviez juste parce que vous aviez écrit une dizaine d'annonces de pub qui étaient pas trop mal tournées. C'était quand même assez marrant, toutes les portes étaient grandes ouvertes. Il y avait aussi une porosité entre le monde du talent, enfin les artistes, les comédiens.
On a fait tourner tout le Splendide, on a fait tourner... J'étais dans une agence qui s'appelait Bates, enfin disparu aujourd'hui, mais je me souviens, on avait fait un film, qui avait fait un film avec Coluche, qui après crachait un peu dans la lessive, mais enfin bon, il avait pris les sous, c'était un très bon film pour une huile, pour mobile, pour moteur de voiture. C'était, on était quand même de plein pied avec, voilà, vous vouliez Hans Führer, vous aviez Hans Führer, vous vouliez aller tourner aux Seychelles, vous alliez tourner aux Seychelles, etc. Alors bien sûr qu'il y a un côté gâchis, gabégie, dépenses. Aujourd'hui, ça plairait pas du tout aux gosses contrôleurs, et d'ailleurs c'est pour ça que ça n'arrive plus. Mais à l'arrivée, quand même, ça donnait autre chose. À l'arrivée, quand même, voilà. On peut pas toujours remplacer l'argent par des idées. Les idées ont parfois besoin d'argent. Et toi, justement, tu t'es jamais laissé tenter par l'écriture d'un roman, d'un scénario, ça t'a jamais... Si, la preuve. Ouais, mais pas à l'époque. Ah non, pas à l'époque. Non, pas à l'époque. Faut pas charrier. J'avais commencé parce que mon frère étant réalisateur, il voulait, ça aussi d'ailleurs je le raconte, il voulait, il rêvait de passer au long métrage, et d'ailleurs à juste titre parce qu'il avait du talent et que beaucoup de réalisateurs, on a parlé de Jean-Jacques Hano, mais chez les Anglo-Saxons, Alan Parker, Hugh Hudson, les frères Scott, enfin bon, longue est la liste des réalisateurs de films publicitaires de cette époque-là qui ont vraiment réussi dans le long-métrage. Donc c'était aussi un peu le rêve de Paul. Comme c'était aussi un très bon rédacteur, il m'avait proposé à ce qu'on écrive un scénario ensemble. Alors j'avais commencé par affection pour lui, puis je lui devais beaucoup. Et je veux dire, je m'étais découragé assez vite pour une chose très simple, c'est que dans la publicité, je pouvais décrocher mon téléphone, c'était une petite famille. Comme l'est d'ailleurs le cinéma, comme le sont plein de métiers, probablement la télévision ou l'édition. Et je pouvais parler à n'importe qui me coûtait au moins avec politesse. Et là, je débarquais dans le cinéma, et au bout de trois producteurs, si tant est qu'ils aient été producteurs, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de mythomanie dans ces univers-là, ou enfin, ils étaient sûrement producteurs, mais est-ce qu'ils étaient décisionnaires de quoi, mystère. Ça commençait à me casser les pieds, je veux dire. Bon, ça commençait à devenir visqueux. On parlait de facilité tout à l'heure, là, ça devenait, le terrain était lourd, quoi. Donc je laissais tomber à cause de ça. Je me suis dit, merde. Il y a une anecdote avec Pivot sur le roman, c'est peut-être ça que vous voulez me faire raconter. C'est que, à un moment, je travaillais avec Bernard Pivot, j'avais la chance de travailler pour son livre, pas pour son livre, pour son magazine Lire, qui était le magazine des livres. Et on devait faire des photos avec lui, avec Dominique Isserman, je me souviens, la grande photographe. Et je l'emmenais au bureau, et on se connaissait pas trop à l'époque. Alors il était assez renfrogné. Je me disais, tiens, c'est bizarre parce qu'il a l'air chaleureux, cet homme-là, qu'on le voit à la télé. Et là, il est quand même, il a l'air ronchon. Il a pas l'air rigolo, le monsieur Pivot. Et puis au bout d'un moment, on était dans la voiture, on devait être sur les extérieurs, et puis ça avançait pas très vite. Il me dit, dites-moi, Pierre, vous écrivez, vous? Alors je dis, oui, vous savez bien, j'écris des campagnes de pub, puisque c'est moi qui fais votre campagne. Il fait, non, mais vous avez bien un roman? Alors je lui dis, non. Alors il me fait, mais vous avez pas une nouvelle, une sorte de recueil, des essais, de la poésie peut-être, etc. Je lui dis non, vous savez, moi je me consacre complètement à la publicité, c'est là où je mets mon plaisir d'écrire, etc. Puis vous avez rien de tout ça. Je lui dis non, mais pourquoi vous me demandez ça? Et là il se détend complètement, il sort un étui à cigare, il me dit, vous pouvez pas savoir le nombre d'emmerdeurs qui ont tous un bouquin en cours, un truc, et qui me casse les pieds avec ça. Ah bon, alors qu'est-ce que vous faites, vous, Pierre, dans la vie, etc. Et d'un seul coup, c'était devenu un mec absolument charmant, détendu, tellement il, c'était soulagé. et j'avais trouvé ça super marrant de sa part. Et en fait, c'est un mec, évidemment, très vif et très, très talentueux. Est-ce que tu vas écrire la suite de Jean Lévelot, qui se termine à un moment charnière, qui est juste avant la création de ton agence Calégar-Berville? Est-ce que tu peux nous parler éventuellement de cette période? Je sais pas. Non, je peux pas en parler parce que je ne sais pas. Je m'interdis un peu d'y penser. D'accord.
Vous m'auriez posé la question il y a 2 mois, c'était un niet, j'avais l'impression d'avoir arrêté là. Maintenant, J'enlève le haut est tellement bien accueilli que, évidemment, on se dit, bon, il faut peut-être planter là où ça pousse. Donc, ouais, peut-être. Je dis, mon nom est moins ferme, mais. Et ça t'a fait quoi, toi, de passer de l'autre côté du miroir, de passer de créa, bon déjà t'es passé d'essai avant ça, et après t'es carrément passé fondateur d'agence, comment tu l'as vécu? Vous voulez que je parle de Calais-Gary Berville? Un petit peu, oui. Vous insistez. Ça m'a fait quoi? J'en sais rien. Ça a pas été, ça a été progressif. Déjà, je suis passé par la direction de création. J'ai fait des découvertes auprès de certains personnages, dont Philippe Michel, mais également Pierre Homsy, à qui je rends hommage et dont je parle beaucoup dans le livre, qui est un personnage controversé, mais que moi j'aime beaucoup. À découvrir aussi que le fait de réfléchir avant de créer une campagne, que le fait de présenter une campagne, que le fait de vendre, que le fait de trouver des astuces qui dépassent la création publicitaire stricto sensu, c'est d'autres formes de création qui peuvent être aussi excitantes que la création elle-même. Ça, je l'ai découvert petit à petit. Donc, une fois que j'avais fait le plein de cette idée-là, j'étais mûr pour créer mon agence. Et c'est vrai que bon, on reste créateur. Quand on est entrepreneur, on est créateur. On n'est peut-être pas créatif publicitaire, encore que le terme est tellement gonflé, créatif. Bon. Picasso, il était que peintre. Hein. Voilà, créateur d'entreprise, comme on dit. Donc c'est une aventure. Donc pour moi, le passage s'est fait finalement assez facilement, assez naturellement, assez joyeusement, comme tout ce que j'ai fait. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une dimension qui est, je dirais, la dimension strictement du management, c'est-à-dire pas tellement la direction financière, parce que finalement, ça part quand même du constat qu'il y a des annonceurs qui vous apprécient suffisamment pour vous donner de l'argent pour acheter vos idées, donc c'est forcément sympathique, ou alors faut être vraiment ingrat ou cynique, mais il y a la direction du management. Ça, je dois vous avouer qu'au départ, quand vous créez votre agence, vous dites je vais avoir que des gens formidables autour de moi que j'adore, avec lesquels j'ai des affinités profondes. C'est vrai jusqu'à 10. Et après, vous vous retrouvez avec une agence de 100 personnes et il y en a peut-être... disons qu'il y en a 40 que vous êtes content de revoir 10 ans après, il y en a 10 avec lesquels vous êtes content d'aller bouffer. Bon, c'est comme ça veut pas dire que vous détestez les autres, mais forcément, vous composez avec, comme on le disait, il faut une variété dans une entreprise, et que vous composez avec des variétés de talents, d'origine, mais aussi de caractère, vous n'avez pas forcément des atomes crochus avec tous les gens qui travaillent avec vous. Mais enfin, en même temps, vous leur devez de la reconnaissance quand vous sentez qu'ils font de leur mieux, et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Donc, voilà. Voilà, mais non, ça n'a pas été pour moi une grande... faut dire, il y avait aussi j'étais un peu différent de certains de mes confrères, y compris des directeurs de création très très valeureux. C'était que j'ai toujours considéré, c'est une formule que j'employais souvent pour rigoler, j'ai toujours considéré les annonceurs comme des êtres humains à part entière. C'est-à-dire que j'avais plutôt de la sympathie, moi, pour des annonceurs. Je me disais, c'est quand même, je me mettais à leur place 2 secondes, je me disais, ça doit pas être évident, quand même, d'être annonceur. Il faut faire confiance sur des choses dont on connaît pas forcément grand-chose. Il faut savoir décider, mais il faut avoir de l'humilité. Enfin, c'est pas facile d'être un bon annonceur, hein. Donc moi, j'avais plutôt de la sympathie pour les annonceurs, et je leur parlais, même quand j'étais simple créatif. Alors, je me faisais vanner par les autres créatifs d'ailleurs. Mais pourquoi tu vas parler aux annonceurs? Pour eux, il y avait un mur. Un mur, oui, ils avaient peur, quoi. Je sais pas s'ils avaient peur ou... Ouais, je pense qu'ils avaient peur. Faut dire, c'est aussi tout le discours des commerciaux qui fait que on présente le business comme un monde totalement étranger à la création. Parce que quand les créatifs deviennent businessmen, c'est les rois du pétrole, hein. Donc ça arrange quand même un peu certains commerciaux de protéger leurs trucs. Bon, même si de Warhol à Ardisson, vous voyez, la palette est très étendue. L'art et le business, c'est un peu
C'est un peu les deux facettes du même billet ou de la même toile. Et donc voilà, ça s'est fait harmonieusement. Et puis c'est comme toujours, je veux dire, c'est comme les campagnes dont on parlait tout à l'heure. Quand ça marche pas, on les oublie, et quand ça marche bien, on est content de s'en souvenir. Moi j'ai fait une agence qui a très bien fonctionné avec grâce à Cadet Guerrier, grâce à moi. Donc voilà, c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir. Et pour finir, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui justement veut se lancer, créer son agence ? Créer son agence, bah oui, alors c'est de plus en plus d'actualité, parce qu'effectivement, maintenant, les entreprises, y compris les entreprises dans la publicité, ont tendance à externaliser de plus en plus. Le premier conseil, c'est d'y croire, d'avoir confiance en soi, d'avoir préparé un petit peu avant, sans attendre que tout soit parfait, parce que si on attend que tout soit parfait dans un projet, on se lance jamais, mais enfin, quand même, en ayant suffisamment regardé d'angles et de facettes, ne pas se dire qu'il y a des domaines moins nobles que les autres, se poser des questions de la comptabilité, du bon expert comptable, du juridique, de l'immobilier, c'est aussi important que la qualité de la réflexion, la qualité de la création et les aspects de technique et de médias, etc. Tout est important, donc voilà, c'est ne pas oublier que tout est important et regarder tout avec le même appétit. S'il y a des choses qui vous rebutent trop, c'est peut-être que vous n'êtes pas fait complètement pour avoir une entreprise. S'il y a des choses où vous dites, ouais, ça c'est pas pour moi. Alors évidemment, quand vous êtes avec des associés, il y a toujours vous dites toujours, ça c'est le boulot d'un tel et ça c'est le boulot d'un tel, mais malgré tout, on se rend compte, et moi je l'ai vu chez mes copains qui ont fondé leur boîte aussi, il faut qu'il y ait quand même une envie d'être généraliste chez tous les spécialistes qui composent une agence, même à son début. Ça c'est peut-être le conseil que je pourrais donner. Maintenant, garder sa fraîcheur, garder sa liberté. Personne ne meurt, c'est que de la pub, quoi. Aussi, et puis si ça marche pas, tant pis, on fera autre chose et on se sera au moins enrichi d'une expérience qui est d'avoir créé une boîte, ce qui est quand même une expérience humaine assez marrante. C'est encore un dernier refuge de la liberté, environné par beaucoup de contraintes, mais c'est quand même là que ça se passe. C'est génial de monter une boîte. C'est comme une énorme campagne qui va durer très longtemps. Mais merci Pierre. Merci Pierre. Merci à tous. Si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, c'est que vous avez dû passer un bon moment avec nous pour ce 2e épisode de Faudra me passer sur la com. On vous prépare un 3e épisode aux petits oignons. D'ici là, rendez-vous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Merci de votre écoute et à très bientôt.